Alors, bienvenue à ce webinaire sur l'aliénation parentale, la plus grande victime, votre enfant. Aujourd'hui, le webinaire va être présenté par Mme Gabrielle Beaulieu, avocate en droit de la famille chez Alt Divorce. Donc, ce webinaire est organisé pour l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes dans le cadre de la campagne Femmes ontariennes et droits de la famille. Donc, c'est une campagne qui donne de l'information sur les droits des femmes et sur les choix que leur offre le droit de la famille en Ontario. Elle est offerte en 14 langues dans des formats accessibles, imprimés ou en ligne sur notre nouveau site web www.undroitdelafamille.ca. Avant de commencer, je dois mentionner la clause d'exonération de responsabilité légale. Donc, cette présentation concerne l'information sommaire sur certains éléments de la loi et des processus juridiques à titre d'information générale et à jour en date du mois de octobre 2015. Donc, si une femme a des problèmes qui relèvent du droit, elle devra obtenir des conseils juridiques d'une avocate. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Gabrielle. Merci, Emmanuel. Ce webinaire va être plutôt de l'information de base sur l'aliénation parentale. Les termes juridiques sont quand même flous, puis je vais l'expliquer tout au long. Ceci étant dit, c'est un peu pour garder vos yeux ouverts sur quels sont les symptômes de l'aliénation parentale, comme les démarches à prendre une fois qu'on croit qu'il peut y avoir de l'aliénation parentale et comment la Cour peut vous aider là-dedans. Donc, on va commencer avec qu'est-ce que c'est l'aliénation parentale. C'est lorsqu'un parent, par ses comportements verbaux ou non verbaux, va dénigrer l'autre parent sans aucune justification valide. Lorsqu'un enfant est aliéné, il va souvent contribuer à dénigrer l'autre parent, tout comme le fait le parent qui aliène. L'aliénation parentale, c'est pas du jour au lendemain, l'enfant est aliéné. Il y a plusieurs phases qui vont mener à l'aliénation parentale, si je peux dire. Puis il faut toujours prendre en considération qu'elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle. C'est pas le fait que quelqu'un ne croit pas qu'ils aliènent ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Où est-ce qu'on retrouve l'aliénation parentale? Malheureusement, c'est dans la majorité des cas dans les séparations et les divorces et de hauts conflits. De hauts conflits voulant dire qu'une des personnes est très conflictuelle ou dans les cas où il y a eu de l'abus, de la violence, etc. Il y a certaines raisons qui vont pousser certains parents à avoir un comportement qui aliène, encore une fois intentionnel ou pas. Souvent, l'historique des conflits matrimoniaux va faire en sorte qu'un parent va commencer à parler négativement envers l'autre parent. C'est l'historique, vous vous êtes senti rejeté toute votre vie, il y a toujours eu des conflits, puis là, veut pas vous en parler, l'enfant est là et il s'en rend compte. Ça peut être une séparation humiliante. Une séparation humiliante, peut-être vous vous êtes fait tromper. Là, vous voulez un peu vous venger. Tout le monde au bureau est maintenant au courant. Puis ça peut aller des deux sens. Je veux dire, certaines personnes ont une certaine réputation dans leur milieu social, au travail. Puis le fait d'avoir une séparation, pour eux, c'est humiliant. Puis ça fait que certains commentaires vont sortir. L'âge de l'enfant et son tempérament vont aussi être des facteurs, pas qui vont pousser les enfants, pas qui vont pousser, les parents à dire des commentaires qui aliènent, mais du fait que, dépendant de l'âge de l'enfant, il va peut-être être plus réceptif à certains messages que le parent va donner, et donc il faut faire plus attention. Il y a aussi l'influence des frères et sœurs, la famille éloignée et les nouveaux partenaires. Donc, vous pouvez dire des choses à d'autres gens, ces gens-là les répètent sans que vous le dites aux enfants, ils peuvent l'entendre par les autres, puis, veut pas, plus qu'ils l'entendent, le plus que ça rentre dans leur tête. Donc, j'ai parlé que ça se faisait en plusieurs phases. Il y a plusieurs experts qui expliquent ça en 3 phases. Donc, la première phase étant que les enfants vont commencer à avoir un conflit de loyauté. Donc, le parent va dénigrer l'autre, va dire des commentaires néfastes, négatifs envers l'autre parent. Puis, l'enfant va commencer tranquillement
à se sentir tiraillé entre les deux et pas savoir à qui il doit être loyal. Est-ce que c'est aux parents qui dénigrent l'autre ou est-ce qu'il doit s'associer à l'autre parent? Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, là, c'est là où l'enfant, il décide qu'il s'allie aux parents qui dénigrent. Donc l'alliance aux parents dénigrants. À ce moment-là, l'enfant va lui aussi commencer à dénigrer l'autre parent et ça se peut qu'il s'en rende compte et ça se peut qu'il s'en rende pas compte. Il va juste commencer à dénigrer l'autre. Finalement, la troisième étape où là, on est pas mal rendu à l'aliénation parentale ou ce qu'on peut donner comme titre d'aliénation parentale, l'enfant commence à avoir des justifications pour le dénigrement que lui fait envers l'autre parent. Puis les justifications, souvent, et malheureusement, vont avoir ni queue ni tête ou ça va être très générique. J'aime pas papa parce que papa est méchant. Mais c'est quoi être méchant? Ouais. Il y a de la difficulté à cerner, mais il est méchant, puis il va le dire à qui bon veut l'entendre, puis il va passer son message. À cette phase-là, il va aussi avoir un haut niveau de résistance de la part de l'enfant. Puis ce que je veux dire par le haut niveau de résistance, c'est que il ne voudra pas aller chez l'autre parent ou lorsqu'il sait qu'il retourne chez le parent qui dénigre, il va commencer à se distancer tranquillement. Donc, on va dire les 2-3 heures avant qu'il retourne chez l'autre parent, il va devenir plus distant. Là, c'était plus si le fun que ça chez la personne qui est dénigrée. Il faut faire très attention avant de commencer à dire que l'enfant est aliéné ou qu'il y a de l'aliénation parentale. Il ne faut pas confondre avec certains autres principes. Un enfant peut, par lui-même, avoir plus d'affinité avec un parent ou tout simplement aimer plus aller chez un parent que l'autre. Puis ça ne veut pas dire que c'est de l'aliénation parentale. Dans les documents de cours, on va le voir souvent. Ah, de l'aliénation parentale, parentale. Mais c'est difficile à prouver. Puis il faut faire attention parce que c'est des accusations quand même assez graves qui peuvent avoir des répercussions assez graves. Donc, un enfant peut avoir une préférence sans nécessairement être aliéné parce qu'un des parents est très colérique. Il se fâche pour tout et rien. Il peut avoir de la sympathie aussi envers un parent qui s'est fait laisser. Donc, il essaye de le réconforter. Puis, c'est pas parce que le parent qui se fait réconforter aliène l'enfant contre l'autre parent. C'est juste que l'enfant ressent le besoin de réconforter le parent. Du même sens, l'enfant peut être en colère envers le parent qui est parti. Si la mère est restée dans la maison familiale avec les enfants, puis le père est juste parti avec une nouvelle blonde, mais ça se peut que la mère dise aucun commentaire négatif envers le père, mais que l'enfant se sente laissé, abandonné, puis qu'il y ait une certaine colère envers le père, et vice-versa, là. Ça prend donc quand même, pour qu'on puisse parler d'aliénation parentale, je pense que ça prend quand même un certain temps ou quelques mois pour permettre à l'enfant de s'adapter, pour pouvoir vraiment dire ou commencer à observer un pattern d'aliénation parentale. Puis il y a quand même une grande période d'adaptation pour les enfants lors de séparation. Il ne faut pas mélanger ça. Oui, c'est certain qu'il y a une période d'adaptation pour les enfants. C'est tout nouveau. Puis on va voir tout à l'heure, justement, là, les signes vraiment que les enfants vont démontrer, les signes que les parents vont démontrer. Puis, quoi faire si vous êtes incertain? Parce que c'est normal là, qu'à un certain point, vous ne voulez pas vous rendre à la phase numéro 3 sans avoir rien fait, mais vous ne voulez pas sauter aux conclusions trop vite. Puis la ligne est fine. Même pour les avocats, même pour les juges, c'est délicat comme situation. Là, lorsque je retourne à les raisons pourquoi il pourrait y avoir des préférences, ça se peut que chez maman, on joue au basketball, on joue à des jeux de société, puis chez papa, ben, on regarde la télé, puis l'enfant s'ennuie, donc ça lui tente moins d'aller chez papa. Ça se peut aussi que l'enfant ait de la difficulté avec la nouvelle famille, la nouvelle conjointe, les autres enfants qui sont là. Ça se peut qu'il soit plus à l'aise avec le parent primaire. Puis quand je veux dire le parent primaire, ben c'est lui qui est habitué de faire les lunchs, les soupers, les bains, etc. J'ai aussi mentionné là, que ça se peut que l'enfant ait de l'anxiété lors de la transition, puis que les deux parents pensent que l'autre parent aliène, parce que l'enfant est toujours stressé. Puis ça, on va plus le voir chez les jeunes
enfants, je vous dirais, là, comme l'âge de la maternelle, du jardin première année, où déjà là, commencer l'école, c'est un stress. Puis là, s'il y a une séparation en plus de ça, ça peut créer de l'anxiété chez eux. Puis ça se peut que les enfants préfèrent aller chez un parent juste parce qu'il y a moins de règlements chez un parent. C'est malheureux, mais c'est ça. Puis vous êtes 2 parents, dans la majorité du temps, aptes, mais il se peut fort bien que vous ayez 2 styles, 2 méthodes d'être parent complètement différentes. Puis ça se peut très bien qu'un enfant ait des préférences envers un parent, justement s'il a témoigné de l'abus envers ses frères et sœurs, envers un parent, envers d'autres gens de l'entourage. À ce moment-là, il peut ne pas vouloir aller chez un parent. Puis j'ai un dossier comme ça, justement, dernièrement. Il y a eu beaucoup de violences conjugales. Puis il y a 2 fils. Ils habitent maintenant avec maman. Puis je crois que ça leur a pris 7 mois avant de dire « Ah ben ok, là je verrai papa ». Avant ça, c'était catégorique qu'ils ne voulaient pas voir leur père, puis ils s'ennuyaient pas de leur père. Puis c'est pas que maman parlait en mal, c'était juste la période de transition que les enfants avaient de besoin. C'est bien que tu mentionnes ça, parce que de préciser vraiment pour les cas de violence conjugale, que souvent on va parler d'aliénation parentale, mais souvent aussi c'est des tactiques par les hommes violents. C'est vraiment une continuité de violence qui est faite pour contrôler la femme, mais c'est pas nécessairement de l'aliénation parentale. Non, absolument, absolument. Puis oui, j'ai quand même assez de dossiers. J'ai un autre dossier, justement, le père arrête pas de plaider l'aliénation parentale. Puis je sais pas ce qui se passe dans les maisons. Moi, je suis dans le bureau d'avocat, puis je rencontre ma cliente. Mais ma cliente, à chaque fois qu'elle me parle, elle reste complètement neutre. Elle explique à l'enfant que, ben chez papa, les règlements sont différents, puis c'est comme ça que c'est. Donc, j'ai vraiment de la misère à croire qu'elle aliène les enfants, mais c'est ce que papa plaide. Et ça, c'était un cas où maman s'était sauvée là, dans le coin de Toronto pour fuir la violence conjugale dès le départ. Donc oui, il faut faire très attention. Puis de ne pas se sentir attaqué si l'autre parent dit que vous êtes en train d'aliéner l'enfant. Donc là, j'ai dit à quoi il ne faut pas confondre ça. C'est sûr que l'enfant va démontrer des signes s'il y a de l'aliénation parentale. Là, j'en énumère quelques-uns. C'est sûr qu'il y en a plus que ça. Un des signes qu'on revoit le plus souvent, c'est que, là, j'ai écrit dans mon PowerPoint, l'enfant va faire le perroquet. Il va redire exactement les mêmes mots que le parent qui aliène a dit. Il va faire les mêmes gesticules en le disant. Ça va toujours être répétitif. J'avais un dossier où des experts ont démontré qu'il y avait de l'aliénation parentale, puis c'est ça qu'ils disaient à chaque fois qu'ils rencontraient les enfants. Ce que la mère avait dit, ben ça se faisait dire exactement les mêmes mots par l'enfant. Les enfants vont aussi commencer à exagérer les faits qui se sont déroulés chez un parent, donc accusé. Donc, il a fermé la porte. Mais là, ils vont dire, il a claqué la porte vraiment fort. C'est pas nécessairement ça qui est arrivé. Les souvenirs vont être peu crédibles. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ils vont dire que quelque chose s'est passé. Mais là, si tu commences à poser plus de questions pour savoir où est-ce que vous étiez, quelle couleur étaient les murs ou quelle heure est-ce qu'il était, ils vont pas être capables de répondre. Donc, c'est là où on peut tester un peu la crédibilité. Donc, si vous croyez qu'un parent aliène ou l'autre, c'est peut-être une bonne idée de juste questionner gentiment les enfants, pas faire un contre-interrogatoire, mais d'essayer de voir parce que, puis ça va être une des tactiques que je vais vous donner. Lorsqu'un enfant dit quelque chose de négatif, ça vaut peut-être la peine d'appeler l'autre parent puis voir si vous êtes capable de vous parler. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Parce que la majorité des juges vont vous le dire, les enfants sont très intelligents, puis s'ils réalisent que les 2 parents ne se parlent pas, puis je comprends que c'est pas possible dans tous les cas, mais si les parents se parlent pas, les enfants vont apprendre à manipuler chacun des parents. Ah ben, papa m'a laissé utiliser la voiture, qui est pas le cas, mais si vous parlez pas, vous avez aucune façon de le savoir, puis là, vous allez vous sentir coupable. D'autres signes que l'enfant va démontrer si il commence à être aliéné, c'est qu'il va voir un parent comme étant bon et l'autre parent
mal. C'est blanc ou noir, c'est ange et démon, il n'y a pas de gris. Il va avoir aucune justification. Va parler, lorsque je le mentionnais tout à l'heure, va parler à n'importe qui là, de toutes les lacunes du père, donc, ou de la mère. Il va aller à la garderie, puis là, il va se mettre à tout dire ce que papa a fait de mal ou ce que maman a fait de mal. Après ça, il va se présenter à l'école, ça va être la même chose. Donc, qui veut l'entendre, il va le dire. Puis un enfant, normalement, qui souffre beaucoup, va pas nécessairement se mettre à le crier à haute voix à tout le monde. Il va aussi se mettre à protéger le parent qui aliène. Donc, la personne qui parle d'une façon négativement vers l'autre va se faire protéger par l'enfant, mais c'est correct. Il dit ça, mais c'est correct. Puis, malheureusement, ils vont souvent se construire des faux souvenirs. Ils vont dire non, papa était jamais là au dernier Noël, même si vous étiez ensemble pendant les 5 dernières années, vous avez toujours passé Noël ensemble, puis l'enfant va comme oublier. La personne n'existe plus, on dirait. Puis là, lorsque je disais aussi de faire le perroquet, une façon de distinguer, parce que c'est sûr que vous n'êtes pas présent quand l'autre parent est là, il y a certains termes qu'un enfant d'un certain âge ne devrait pas savoir. Un enfant de, je vous dirais, de 8-9 ans ne devrait pas savoir c'est quoi la garde partagée. S'il commence à dire c'est quoi la garde partagée, ben c'est peut-être un petit signe qu'il est en train de répéter ce qu'un des parents lui a dit. Pas nécessairement, mais ça peut être un bon indicatif. Donc là, je vous ai démontré les signes précurseurs de l'enfant. Je vais aussi vous montrer les signes précurseurs du parent, donc de l'autre parent, lui qui aliène. Il va souvent être très en colère, ça va être une colère persistante puis exagérée. Il va insister à ce que l'enfant prenne une décision quant au droit de visite, puis il va dire « Ah, mais c'est à toi de décider ». C'est pas à l'enfant de décider chez quel parent il devrait être, et on devrait pas donner cette responsabilité-là aux parents. En disant à l'enfant « C'est à toi de prendre une décision », tu es en train de forcer l'enfant, ben dis-moi que c'est chez moi que tu veux vivre, puis c'est pas chez papa ou vice-versa. Lui, le parent qui va aliéner va éliminer tous les souvenirs de l'autre parent, donc il va faire en sorte que l'enfant va se créer des faux souvenirs, là. Il va enlever toutes les photos dans la maison. Il va détruire les lettres, les vidéos de quand vous étiez encore ensemble, etc. Il va aussi faire des accusations et culpabiliser l'enfant. Puis ce que je veux dire par culpabiliser l'enfant, c'est « Ah, ben pendant que tu étais chez papa, nous, on est allés au cinéma, on a mangé du popcorn, on a eu tellement de plaisir, t'as manqué ça. » Là, l'enfant se sent coupable de ne pas avoir été là pour partager ce beau moment-là avec eux. C'est malheureux, mais il y a certains parents qui vont utiliser cette tactique-là. Il va constamment avoir des commentaires négatifs et néfastes envers l'autre parent. Puis, ce que je veux dire, c'est que le parent est incapable de faire un commentaire positif envers le parent. Veut pas, vous étiez ensemble pendant un certain point, il doit y avoir quelque chose qui vous ont attiré ensemble. Vous devriez être capable, et l'autre partie devrait être capable de au moins vous trouver une qualité, puis d'en faire part à l'enfant. Puis, tu sais, en tant que parent aussi, tu sais, pas nécessairement en tant que couple, mais en tant que parent, reconnaître la qualité de chacun. Oui, absolument. Il va aussi avoir le fait, si le parent refuse la thérapie. Si tu vois qu'il y a un problème, puis le parent demande est-ce qu'on peut faire de la thérapie, ou puis que le parent refuse constamment, ben c'est peut-être un signe. Pourquoi tu veux pas aider la famille à vivre séparément, mais encore ensemble? Puis il va y avoir les comportements non-verbaux que le parent va utiliser. Donc, les comportements non-verbaux qui vont démontrer qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, l'enfant va dire « Ah, j'ai eu du fun, j'étais allé au parc aquatique avec papa ou maman. » Puis là, l'autre parent va se rouler les yeux ou « Ah, c'est bien beau, là. » Aussitôt que le parent va pas démontrer de l'intérêt, ben l'enfant va se sentir comme « Ah, mais il faut pas que je parle de ça à la maison. » Ça se peut aussi que dans le comportement, là j'ai mis comportement non verbal, mais dans le comportement verbal, si
le parent qui aliène est toujours en train de parler d'une façon négative du nouveau partenaire ou de la nouvelle partenaire de l'autre parent. Ça peut avoir un impact. Je peux vous dire, j'ai un dossier où la petite, elle adore les animaux. Ils ont des chevaux à la maison, ils ont toute une ferme pas mal. Elle adore les animaux, mais elle déteste un chien. Le chien de la nouvelle conjointe. Pourquoi est-ce qu'elle déteste ce chien-là? Parce que c'est le chien de la nouvelle conjointe. On sait pas. C'est pas un chien méchant, c'est juste parce que c'est le chien de la nouvelle conjointe. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que les enfants vont absorber ce qu'ils peuvent, ils vont se protéger de la façon qu'ils peuvent. Donc c'est ça. La liste est très longue. Puis, la dernière chose que certains parents qui aliènent vont faire, puis ça c'est vraiment à l'extrême, mais c'est commencer à inventer des abus physiques, mentaux, des abus sexuels. Puis là, l'enfant va commencer à penser que c'est peut-être arrivé. Puis là, l'enfant qui est aliéné va donner des justifications à ça, que ce soit arrivé ou pas. Donc c'est très dangereux. Je vais aussi discuter un peu de, autant qu'un parent peut aliéner, l'autre parent peut faire en sorte que ça devient plus facile pour un parent d'aliéner ou aliéner l'enfant sans même s'en rendre compte. Tout à l'heure, je mentionnais, si un parent a beaucoup plus de discipline chez lui, mais ça se peut que l'enfant soit plus porté à croire le parent qui tente d'aliéner l'autre parent. Si le parent se choque constamment lorsque l'enfant essaie de défier son autorité, ben encore là, il va peut-être plus se tourner vers le parent qui aliène s'il n'y a aucune empathie pour l'enfant. Puis, le plus important, c'est si le parent ne prend aucune responsabilité pour ses actions. Ça se peut que vous vous fâchez, puis ça se peut que vous claquez la porte, vous êtes à bout. Ceci étant dit, si vous êtes capable d'aller voir l'enfant, puis je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça, j'étais fâchée, l'enfant va voir que you're the good guy, tu sais. Vous essayez pas de comment je dirais ça, vous essayez pas de nuire à la relation que vous avez. Puis oui, ça se peut que vous ayez des moments colériques comme tout le monde. Les risques à long terme, à court et à long terme de l'aliénation parentale, mais on va commencer par des problèmes d'ajustement. Les enfants vont avoir de la misère à s'ajuster à gauche et à droite parce qu'ils ont de la misère à s'ajuster chez papa puis chez maman. Donc là, changer d'école, changer de garderie, ça va créer des problèmes d'ajustement. Il va y avoir une mauvaise estime de soi de la part des enfants, dû au fait que si on est constamment en train de parler négativement envers l'autre parent, veut pas, l'enfant a des traits de caractéristiques qui ressemblent à l'autre parent. Il est moitié-moitié des deux parents. Donc là, l'enfant va se mettre à ne pas aimer les traits de caractéristiques qui ressemblent au parent qui est aliéné. Il va avoir de la difficulté à ressentir le positif et le négatif d'une situation. L'enfant qui est aliéné va souvent seulement prendre l'information de base. Il est un peu en mode de survie pour essayer de plaire aux parents, puis il va dissocier un peu ses émotions. Il est capable d'inventer des histoires, des justifications. Donc, il a réussi à dissocier les émotions qui aiment les deux parents. Puis ça va l'affecter sur tous les niveaux de sa vie. C'est sûr et certain que l'enfant va vivre de la culpabilité. Ça peut aller jusqu'à la dépression. Là. Les enfants vont devenir dépressifs. Puis, le stress émotionnel va souvent finir par se démontrer physiquement. Donc, les coupures, la boulimie, l'anorexie, justement parce qu'ils se sentent coupables ou ils sont rendus dépressifs. Puis, lorsque je parlais de culpabilité tout à l'heure, c'est aussi la culpabilité de rejeter un parent. Veut pas, ils aiment leurs deux parents, mais à l'intérieur, ils vont se sentir coupables d'en rejeter un. Mais c'est la façon qu'ils ont trouvé de se défendre, de rester en mode survie un peu pour cet âge-là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, tentez de distinguer, pas sauter aux conclusions trop rapidement. Ceci étant dit, vous ne voulez pas attendre trop tard non plus. Donc, si vous n'êtes pas certain, consultez un expert. Puis, je dis ça, que vous soyez en cours ou pas,
si vous êtes en cours, la cour va probablement vouloir voir le rapport d'un expert afin de déclarer qu'il y a vraiment de l'aliénation parentale. Si vous n'êtes pas en cours, vous voulez quand même garder la relation que vous avez avec votre enfant. Donc, si vous croyez que l'enfant est aliéné, faites de la thérapie avec votre enfant pour voir comment vous pouvez garder ces liens-là avec lui. Donc, les experts que je suggère, c'est les travailleurs sociaux, les psychologues. Vérifiez avec votre employeur s'il y a des services d'aide aux employés. J'ai plusieurs clients qui les ont utilisés. Souvent, il y a 5-6 sessions gratuites. Donc, utilisez-les. Puis, s'il y a d'autres besoins par la suite, vous allez pouvoir engager quelqu'un, mais au moins, vous allez pouvoir avoir sauvé quelques sous. Puis est-ce que si par exemple, nous on a des programmes d'intervenantes pour enfants témoins de violence, si par exemple une femme propose son enfant à ce service-là, est-ce que les documents ou les notes, si l'intervenante peut témoigner qu'il y a aliénation parentale, est-ce que ça peut être utilisé par la suite à la cour? Je pense pas qu'une intervenante pourrait... une intervenante pourrait être appelée à témoigner. J'ai un procès là, dernièrement où justement on a appelé la psychothérapeute à témoigner, mais c'était pas pour témoigner à titre d'expert. Okay, Elle pouvait pas témoigner pour dire qu'il y a de l'aliénation parentale parce que souvent, puis c'est pas parce que vous n'êtes pas compétente, vous n'avez pas la compétence de déclarer un tel symptôme. Mais vous pouvez définitivement témoigner à l'effet de ce que les états d'âme de l'enfant, de qu'est-ce que l'enfant peut vous avoir dit. OK. Ça peut être de l'information qu'après ça, les usagères peuvent utiliser pour défendre leur dossier. Oui, oui, absolument. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide de l'enfance. L'aide de l'enfance va s'impliquer dans les dossiers d'aliénation parentale. Puis c'est pas pour vous enlever l'enfant, c'est pour tenter de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cesser l'aliénation parentale. Finalement, si vous êtes en cours ou vous allez en cours, vous pouvez demander l'implication du bureau de l'avocat des enfants. Le bureau de l'avocat des enfants, dépendant des dossiers, va soit nommer un travailleur social. Souvent, ça va être pour les enfants, je vous dirais, en bas de 10-11 ans, là, on va nommer un travailleur social. Si c'est plus que 12 ans, habituellement, ça va être un avocat. Puis, entre les deux, ça se peut qu'il y ait un avocat et un travailleur social combinés qui soient nommés. J'ai un dossier où justement il y avait de l'aliénation parentale, puis ça a été un travailleur social et un avocat qui ont été nommés au dossier. Lorsque vous choisissez quoi faire, le timing est très important parce que le plus rapidement vous prenez des actions, le plus facile ça va être de retourner en arrière, si je peux dire. C'est pas pour être négatif, mais lorsque l'enfant est complètement aliéné, puis je vais y arriver tout à l'heure, mais il y a plusieurs thérapeutes qui disent que sortir l'enfant de ce syndrome-là, c'est comme tenter de sortir quelqu'un d'une secte. Donc, vous pensez aux gens qui sont dans des sectes, qui ont de la misère à sortir, l'enfant est presque rendu à ce point-là lorsqu'il est aliéné. Donc, mieux vaut tard que jamais, sauf que le plus rapidement, le mieux. Comment est-ce que vous pouvez remédier à la situation, l'approche judiciaire? Encore une fois, c'est pas pour vous décourager, le fardeau de preuve est élevé en cours. C'est pas tous les juges qui vont accepter qu'il y a de l'aliénation parentale. Ceci étant dit, lorsqu'il y a de l'aliénation parentale, c'est pris très, très au sérieux. Dans mon dossier où on a vraiment établi l'aliénation parentale dont je faisais mention avec le bureau de l'avocat des enfants, on était à une conférence relative à la cause et c'est malheureux qu'on était seulement à cette étape-là parce que, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, lors d'une conférence relative à la cause, le juge peut seulement rendre une ordonnance si les deux parties consentent. Mais lorsqu'on avait la discussion, l'avocate des enfants était là, puis elle disait qu'il y avait de l'aliénation parentale, etc. Et la mère refusait complètement d'admettre qu'il y avait peut-être de l'aliénation parentale. Je représentais le père.
Le père demandait seulement une garde partagée. Lorsque le juge a entendu les preuves de l'avocate des enfants, le juge a regardé madame, il a regardé mon client, puis il a dit « Madame, savez-vous comment rare que c'est qu'on a de la preuve pour de l'aliénation parentale aussi sévère que ça? » Il dit « Si je rendais une décision aujourd'hui, je donnerais la pleine garde à papa, puis vous n'auriez pas de droit de visite. » Donc, lorsqu'il y a de l'aliénation parentale de prouver, c'est assez fort dans le dossier. Oui, ouais. Absolument. Parce que si un parent est en train d'aliéner, on veut cesser cette aliénation-là et c'est pour ça qu'il aurait donné la pleine garde à mon client. Lorsqu'on est allé à la motion, on a eu un juge qui était peut-être un peu moins... il était moins rigide là, sur sa perception, mais mon client a quand même eu là, ce qu'il demandait, la garde partagée. Pour ceux et celles qui ont écouté le dernier webinaire, je crois, sur les motions urgentes, j'ai mentionné qu'il y a de la jurisprudence qui mentionne que dans les cas d'aliénation parentale, vous pouvez apporter une motion urgente, mais assurez-vous d'avoir des preuves. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous commencez à voir qu'il y a peut-être de l'aliénation parentale, consultez un expert, vous allez avoir... vous pouvez avoir une lettre d'un psychologue, quelque chose qui pourrait appuyer là, votre position qu'il y a de l'aliénation parentale. Donc, ça serait risqué si une femme va pas voir un expert puis de faire, par exemple, une motion d'urgence, juste avec des notes d'observation, il y a des grandes chances que ça passe pas. Je vous dirais oui, à moins qu'il y ait vraiment des preuves tangibles là, qu'elle est capable de démontrer, mais juste par ses paroles, ça peut être difficile. Je ne vais pas dire que c'est impossible, mais selon moi, ça serait difficile. Là, lorsque vous êtes en cours, si vous croyez qu'il y a de l'aliénation parentale, les 2 ordonnances que je demanderais seraient premièrement des visites supervisées. Surtout dans l'intérim, tenter d'obtenir des visites supervisées, comme ça le parent qui est en train d'aliéner, il est supervisé durant ses visites, puis la personne qui supervise peut dire non, tel langage n'est pas acceptable ou tel comportement n'est pas acceptable. Puis je demanderais d'ordonner de la thérapie, pas seulement pour vous, mais pour la personne qui aliène. Puis là, je vais vous dire de faire attention parce qu'une ordonnance, ça demeure seulement une ordonnance. Donc, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Puis là, je pense que moi, ça a été mon dossier qui m'a le plus marqué, le dossier dont je vous parlais tout à l'heure. Mon client a eu la garde partagée, c'est ce qu'il demandait. La première fin de semaine que les enfants sont retournés chez lui, ils se sont sauvés. Parce que c'était tellement rendu fort qu'il n'aimait plus aller chez papa, malgré le fait que mon client mettait des photos d'eux partout pour démontrer comment heureux qu'ils étaient, puis les activités, puis... mais ils se sont sauvés. Puis je parlais à une autre avocate, puis elle m'a dit la même chose. Surtout dans les gros centres, où il y a du transport en commun, ça devient encore plus facile pour un enfant de décider « Ah ben, moi je vais retourner chez l'autre parent. Je prends l'autobus, puis je retourne chez l'autre parent. Donc, c'est pas pour vous décourager du système judiciaire, c'est juste qu'il faut prendre d'autres mesures. On peut pas juste dire « Ah, la cour va me rendre une ordonnance. » Il faut vraiment agir rapidement. Avec ce que j'entends, je crois qu'il faut agir assez rapidement pour éviter de rentrer à la phase 3 ou qu'il y a un non-retour. Oui. Mais c'est difficile des fois à pogner, si je peux dire. Lorsque vous demandez vos ordonnances ou que vous rédigez des accords de séparation, si vous voyez qu'il y a beaucoup de tension entre vous ou qu'il y aurait possibilité d'aliénation parentale, je vais vous dire d'être le plus détaillé possible dans ce que vous demandez dans l'accord de séparation. Puis, faites pas l'accord de séparation vite pour vous en débarrasser parce que le plus détaillé que ça va être, le mieux ça va être pour vous et pour votre enfant. Puis quand je vais dire détaillé, souvent dans les ordonnances puis les accords de séparation, on va dire que la prise de décision est conjointe. Essayez d'aller plus loin. OK, elle est conjointe, mais qui va prendre la dernière décision si vous vous entendez pas? Puis ça peut être très bien que maman va prendre la dernière décision pour l'éducation, puis papa va prendre la dernière décision pour la santé. Mais mettez sur pied un processus. Faites un horaire très détaillé. Dites pas, ça va être du vendredi au vendredi.
Ça va être du vendredi après l'école au vendredi après l'école à 16h, si vous devez spécifier. La même chose avec les congés fériés, les fêtes. Puis prévoyez qu'est-ce qui arrive s'il y a un changement d'horaire. Ouais. Comment est-ce qu'on règle ça? Si vous voulez mettre des restrictions, c'est le temps de les demander ou c'est le temps de le mettre dans l'accord de séparation. Est-ce qu'il y a des restrictions alimentaires pour les enfants? Vous pouvez inclure ça, comme ça, qu'il n'y a pas de chicane. Si vous voulez mettre des restrictions sur la consommation d'alcool ou de drogue de votre ex, à ce moment-là, on le voit souvent que c'est inclus, que la personne ne devrait pas consommer au moins 24 heures avant d'avoir l'enfant avec lui ou elle. Si vous voulez réglementer ou mettre des restrictions sur des activités, je vais vous dire, j'ai une cliente l'autre jour qui a mis une restriction, son ex est pilote, et donc l'enfant ne devrait pas prendre l'avion avant 6 ans seul avec. Puis ça va juste éviter des conflits, puis ça va éviter qu'un va parler négativement envers l'autre. Prévoyez aussi comment les communications vont être faites. Est-ce qu'ils vont être faits par écrit? S'il y a des chances qu'il y ait de l'aliénation parentale ou si vous êtes vraiment en conflit, je vous suggère de tout écrire. C'est beau de se dire des choses et ça se peut que vous vous dites des choses. Je vous recommande, quand vous arrivez à la maison, envoyez un texto, envoyez un courriel, comme on l'a discuté tout à l'heure, X, Y, Z. Puis, prévoyez aussi une clause qui va dire, avant de sauter aux conclusions, on va se parler. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si l'enfant vous dit, papa me laisse toujours utiliser la voiture, ah ben, je vais vérifier avec papa. Puis l'enfant va pas pouvoir vous manipuler. Puis de cette façon-là, vous allez pouvoir communiquer. Puis si vous êtes capable de communiquer, souvent, vous allez être capable de vous dire, ben ça me dérange, arrête de faire ça. Puis ça donnera pas une raison à un parent ou à l'autre de parler négativement envers l'autre. Puis, certaines conditions devraient probablement être indiquées qui s'appliquent à la famille élargie. Donc, ça se peut très bien que vous vous êtes laissé. Pour vous, vous vous êtes laissé en plus ou moins bons termes. Mais là, pour votre père, votre frère, votre sœur, c'est tragique. Là, il vous a trompé, puis là, il n'arrête pas de parler en mal. Encore une fois, les enfants vont l'entendre. Et donc, sans que vous aliénez les enfants, si les enfants entendent ça de tout bord, de tout côté, ça va les affecter. Comment remédier à la situation? Une approche non judiciaire. Si vous croyez que l'autre parent est en train d'aliéner votre enfant, gardez une approche neutre. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, ma cliente qui dit ben ça, c'est les règlements chez papa, c'est correct, vous restez neutre. Vous dites pas que papa est méchant, vous dites pas que maman est méchante. Vous dites que c'est comme ça, puis on fait les choses différemment dans les deux maisonnées. Commencez pas à devenir défensif. Quand je dis rester neutre. C'est sûr que c'est dur à avaler, vous voulez vous expliquer, faites-le pas à l'enfant. Allez expliquer ça à quelqu'un d'autre. Assurez-vous de garder une relation positive avec l'enfant. Donc, continuez à faire des activités plaisantes, de lui dire que vous l'aimez. Continuez vos visites puis vos contacts. Même si l'enfant vous dit « non, je veux pas y aller », vous dites « moi, j'aimerais que tu viennes ». Puis présentez-vous pour aller le chercher. Si à ce point-là, il dit qu'il veut pas y aller, vous pouvez pas nécessairement le forcer, mais au moins, l'enfant va savoir que vous tentez. Oui, vous êtes présent, vous tentez d'y aller, vous l'aimez encore. La journée que vous allez arrêter parce que vous êtes découragé, l'enfant va dire, ben, il m'aime pas tant que ça, puis ben, j'ai beaucoup d'amour de mon autre parent qui fait juste aider la situation du parent qui aliène. Assurez-vous de vous conformer à l'ordonnance de la Cour ou toute autre loi. Allez pas à l'encontre. Vous pouvez être frustré, respectez quand même ce qui est dit. Moi, je suggère la thérapie à mes clients là, lorsqu'il y a de l'aliénation parentale. Ceci étant dit, je vais vous dire qu'il y a 2 écoles de pensée. Certains vont dire que pour que de la thérapie fonctionne, il faut que le parent qui aliène et lui qui est aliéné, les deux soient capables de contribuer à la thérapie. Dans n'importe quel domaine, je veux dire, des gens qui souffrent de dépendance à l'alcool, à la drogue, s'ils ne veulent pas s'aider, ils ne s'aideront pas.
c'est un peu le même principe. S'ils aliènent un enfant, s'ils veulent pas s'aider, s'ils reconnaissent pas leur tort, ça fonctionnera pas nécessairement. Ceci étant dit, si l'autre parent aliène l'enfant contre vous, votre but principal est de préserver votre relation avec votre enfant et donc essayer de faire de la thérapie pour sauver ce que vous La pouvez. relation. Oui. Aussi, tentez de comprendre l'autre partie, puis essayez de lui en parler. Essayez de voir pourquoi il aurait dit quelque chose comme ça, puis essayez de lui en parler. Encore une fois, c'est si vous êtes capable de vous parler, là. Je reviens souvent là-dessus, je comprends que c'est pas toujours possible. Une autre tactique que j'ai lue, puis j'ai trouvé ça super intéressant, c'est tenter, lorsque vous avez des visites avec votre enfant ou vos enfants, d'avoir d'autres enfants autour qui vous valorisent. Donc, si vous avez des neveux, nièces avec qui vous vous entendez bien, invitez-les chez vous quand vous avez les enfants avec vous. Ces enfants-là vont avoir du plaisir avec vous, qui va inciter vos enfants à avoir du plaisir. Ça va avoir un effet positif sur... Un de mes dossiers, je me souviens très bien, maman m'expliquait comment la petite, elle avait toujours du plaisir s'il y avait un autre enfant là. Puis elle m'a dit, tu sais quoi, je pense que c'est parce que quand elle retourne chez son père, elle peut dire, j'ai eu du plaisir avec Nancy, on va dire. Et donc, elle avait une justification valide pour avoir eu du plaisir chez maman, sans dire que c'était à cause de maman qu'elle avait eu du plaisir. Donc, elle se protégeait. Donc là, si vous avez les neveux, nièces, les voisins, l'enfant va pouvoir dire, ah oui, j'ai eu du plaisir, puis pas se sentir coupable. En plus de vous valoriser, puis l'enfant va peut-être se questionner, mais pourquoi j'aime pas un parent ou l'autre? C'est une bonne idée. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Il y a des cours de technique parentale, puis c'est pas parce que vous êtes un mauvais parent que vous devriez le prendre. J'ai plein de clients que je considère de très bons parents, puis ils ont pris des cours de ce genre-là, qui m'ont dit que c'était super bénéfique. Dans la majorité des régions de l'Ontario, il y a les cours de Triple P qu'on appelle, les triple P. C'est des cours justement de technique pour les parents qui sont offerts à n'importe qui, puis qui sont très bénéfiques. Puis ça va peut-être justement vous donner des tactiques, là, comment approcher vos enfants dans cette situation-là. Vous voulez aussi documenter vos visites, puis ce dont vous témoignez. Je sais que c'est plate de tenir un journal de vos visites avec vos enfants, mais ça va peut-être être la meilleure façon d'être crédible puis de vous protéger, surtout si l'autre parent commence à dire que vous avez été abusif, que physiquement, mentalement, sexuellement, documentez afin de vous protéger, parce que là, vous allez pouvoir dire, le 25 janvier 2014, c'est ce qu'on a fait, on était au supermarché, etc. Encore une fois, lorsque j'ai dit tout à l'heure, reconnaissez vos torts. Puis finalement, ça va être un peu ironique que ça sort de ma bouche étant avocate, mais surveillez les communications qui viennent de votre avocat à l'autre avocat ou à votre ex, parce qu'il y a certains avocats qui vont être très litigieux, qui vont essayer de pousser votre cause au max, mais ça peut juste envenimer les choses. Donc, si vous voyez que les choses sont déjà très conflictuelles, il faut peut-être prendre une approche un peu plus amicale. Okay. Oui. Puis demander de réviser les lettres de votre avocat. Puis c'est à vous. Si vous voulez foncer, mais l'avocat va foncer avec vous, mais c'est juste à tenir en compte. Là. C'est une bonne suggestion. Venant d'une avocate. Ouais. C'est encore plus crédible. Il y a beaucoup d'avocats qui n'aimeront pas ce que j'ai dit, mais bon. Puis finalement, là, je finis avec la patience est une vertu. Comme j'ai mentionné, l'enfant qui est aliéné peut revenir, mais ça peut être un processus long. Lorsque je vous dis que c'est comme sortir quelqu'un d'une secte, c'est le cas. Perdez pas espoir. Construisez-vous une carapace. Je sais que c'est difficile, mais de constamment recevoir des commentaires négatifs, faudrait pas que vous sautiez une coche, parce que là, ça l'aidera pas la situation. Vous êtes l'adulte. Je comprends que c'est pas facile, mais c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Trouvez-vous un groupe de soutien, que ce soit d'autres parents, que ce soit votre famille. Allez chercher des ressources à l'extérieur pour vous soutenir. Encore une fois, ne laissez pas tomber.
même si l'enfant 10 visites de suite refuse d'aller vous voir, continuez d'essayer. Encore une fois, là, chercher la paix, puis pas à se défendre constamment. Faut toujours prendre en considération que vous restez les deux des parents à cet enfant-là, que l'enfant est autant le vôtre que l'autre parent. L'enfant va vous aimer les deux. Il faut juste pas perdre espoir. Non, c'est ça. Ce que je dis à plusieurs de mes clients, j'ai vu une histoire, j'ai entendu d'autres avocats. Je sais pas s'il y avait de l'aliénation parentale ou pas, là, ça n'a pas été diagnostiqué, si je peux dire, ou on n'a jamais donné ce nom-là. Mais il y a une fille qui a déménagé à l'extérieur de la ville avec sa mère. Puis, les contacts étaient peu fréquents avec son père. Puis, elle avait souvent des commentaires négatifs envers son père à dire. Puis, à 18 ans, elle a dit à sa mère, « That's it, je m'en vais vivre chez mon père. » Donc, perdez pas espoir. Je sais que cette histoire-là fait en sorte que mon client garde encore espoir. Puis, pour être très honnête, l'histoire que je vous contais tout à l'heure, où on a diagnostiqué l'aliénation parentale, que les enfants se sont sauvés, il y avait un petit gars et une petite fille, puis selon les experts, la petite fille était plus aliénée que le petit garçon. Puis dernièrement, j'ai appelé mon client pour voir comment allaient les choses, puis il m'a dit « Je vois plus trop mon fils, mais ma petite vient me voir aux 2 fins de semaine. » Donc, elle est revenue tranquillement. Ça a été super dur là, pour mon client, mais ne perdez pas espoir. Puis finalement, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, tentez de ne pas attendre à la dernière minute là, avant d'engendrer des démarches. Puis, pour conclure, j'ai seulement une suggestion de lecture. Moi, je l'ai lu, j'ai adoré. Je suis désolée, c'est une lecture en anglais. Ça s'appelle Divorce Poison. How to protect your family from brainwashing and bad-mouthing. Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai basé une partie de ma présentation là-dessus. Je le suggère à tous ceux qui essayent d'en apprendre un peu plus sur l'aliénation parentale et comment tenter d'y remédier. Ah ben super pour la suggestion, merci. Merci beaucoup Gabrielle pour la Pas de présentation. problème. Puis avec ce livre-là, on va joindre aussi d'autres ressources qui ont été mentionnées durant la présentation, puis celles aussi qu'on utilise ici sur le terrain. Donc je te remercie beaucoup. Pas de problème.